Bonjour tout le monde. Ah, celui-là devrait Celui-là. marcher. Bon, on s'est réunis aujourd'hui pour la séance plénière de M. Nenadiewicz. Bon, je sais pas, c'est l'ancien en fait chef donc de la chaire de la littérature française. Au sujet des publications et des livres, c'est une liste assez longue, donc on ne va pas nécessairement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre en avant, mais en tout cas, donc aujourd'hui, il va nous parler du lien entre l'histoire et la fiction, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. J'espère au sujet de M. Pierre Michon. On va voir. Okay. Oui, c'est au sujet de Pierre Michon et de ses romans historiques. Bon, si vous m'entendez, sinon je vais essayer de... Ça va mieux. Bon, voilà. Et l'histoire, en tous les sens du mot, est une catégorie, on le sait, essentielle à l'œuvre de Pierre Michon. Redonner la vie par le récit à des êtres disparus, telle est chez lui l'opération la plus constante de l'écriture. C'est un critique qui le dit, et on le sait, dit le consensus critique, évident et banal, épaulé par l'auteur lui-même, lorsqu'il se prononce sur son roman « Les Onze ». Voilà ce qu'il dit. « Il y a pour moi certaines représentations de l'histoire qui incarnent l'histoire, c'est-à-dire cette espèce de courant à la fois furieux et magnifique, l'histoire au sens hégélien. Je pense à une statue qui me fait toujours cet effet, c'est la victoire de Samothrace, au nom des marches du Louvre, les ailes en arrière, pas de tête. Pourquoi faire une tête quand on est l'histoire? Cette robe que le vent chasse, le mouvement, on peut dire que les 11, c'est 11 fois la victoire de Samothrace. Et pourtant, Les Onze n'est pas un roman historique usuel, comme Les Chouans de Balzac, 93 de Hugo, ou même Colas-Brugnon de Romain Rolland, avec leurs vastes tableaux représentant les milieux d'époque, avec leur intrigue téléologiquement orientée, grouillant de figures imposantes et monumentales, mues par des passions dévorantes qui incarnent les idées politiques. Ces romans, si l'on peut appeler un roman ce récit qui décrit une œuvre et raconte l'avènement d'un tableau imaginaire, peint par un peintre imaginaire, représentant les 11 membres du comité de salut public, ce roman n'offre pas, comme Hugo aux générations de jeunes citoyens français, une version autorisée de la Révolution, autorisée par la République. Ce récit ne semble pas être conçu pour former la conscience civique des citoyens en les informant gracieusement sur leur passé commun. Plutôt, il opère une rupture nette avec la tradition romantique hugolienne de romans historiques et la métapolitique immanente à l'écriture romantique qui fait de la parole muette des choses la vérité de la parole sonore des combattants. Comme le dit un des personnages de Cor du Roi, je ne sais à quelle césure, à quelle strophe, à quel souffle sur Galgala ou à quelle empreinte de déluge, à quel moment le fil cassa. Je m'aperçus que je n'étais pas plus dans le texte. J'ai vécu sévère. J'étais un homme libre. Les 11, de même que Abbé ou l'empereur d'Occident, répètent ce geste d'affranchissement. Le geste dans la littérature se meut en geste de la littérature et répudie sa paternité romantique symbolisée par la figure monumentale de Victor Hugo. Mais Michon ne répudie pas le souffle poétique de Hugo, ni d'ailleurs celui de Villon, Racine, Baudelaire et Rimbaud. Passé à la prose, dit un critique, l'écrivain chaman a besoin de se souvenir des rythmes du vers pour converser avec les morts. Ce passage à la prose présente certaines similarités avec l'opération historiographique telle qu'elle est décrite et pratiquée par Michel de Certeau, pour qui, en l'Occident,
faire de l'histoire revient à l'écriture. Pour Certeau, le discours de l'histoire est articulé sur un régime de vérité qui n'est ni celui de la littérature, ni celui de la certitude philologique. Et le propre de la compréhension ou de l'interprétation historique réside, pour de Certeau, dans ce travail de mise en relation qui autorise à tenir pour cohérent, plausible, explicatif, le rapport institué entre les unités construites par l'opération historique, qu'elles sont séries ou indices, et la réalité référentielle dont elles sont les traces. Cette population des morts que l'écriture historienne entend mettre en scène. Les morts comme Priscus Attalus, un empereur ou usurpateur romain éphémère du début du Ve siècle, fantôme d'empereur et musicien retiré, dit l'empereur d'Occident, ou Èble, abbé défricheur du Xe siècle, aux deux passions qui viennent du feu, la gloire et la chair, et Théodelin, abbé voleur de fausses reliques, ou Robespierre et les membres du comité de salut public, qui sont comme les traces ou indices de grandes réalités référentielles, moment décisif de l'histoire de l'Occident, la chute de l'Empire romain, l'époque des défrichements qui a permis l'essor de la soi-disant renaissance du XIIe siècle, et la Révolution française comme début de la modernité. Mais il s'agit des indices ou traces qui sont eux aussi construits à partir de bribes d'informations inventées à une fin particulière de démonstration. Il s'agit dans la plupart de cas d'objets trouvés, conçus pour rendre compte, en examinant les mots, de ce travail historien de mise en relation, son autorité, de rendre compte de son autorité et de l'autorisation qu'il produit. Le discours de Michon maintient le discours historiographique en l'effaçant en même temps. Son, comme dit Dominique Viard, récapitulation des modes de traitement de la matière historique par les historiens est aussi leur questionnement produit par le passage de la poésie à la prose. Passer, c'est penser, rappel de Certeau à propos de Michel Foucault. Passer de la poésie à la prose en maintenant la prose dans la poésie, ou la poésie dans la prose. Passer de l'histoire au roman en maintenant le romanesque dans l'histoire, passer de la réalité à la fiction en maintenant le fictionnel au cœur de la réalité, changer constamment de régime de véridiction, jouer l'un par l'autre dans un reflet de surimpression, comme disent les 11. Les romans historiques de Michon, littéralement, mettent sous rature la véridiction historiographique en mettant à la fois sous rature la véridiction romanesque, leur cohérence respective, plausibilité et explication, afin d'éviter la dérive vers la clôture définitive de la vérité, sa fixation dans un état de choses immuable et final, dans un destin. Déterminé, autant de grandes chasses, autant de gibier idolâtré et redouté, divin, tyrannique, sur les murs profonds des cavernes. Voilà, ça vient des 11, peint sur les parois des cavernes. Comme la fin du roman le dit, c'est Lascaux, les forces, les puissances. Et les puissances, dans la langue de Michelet, s'appellent l'histoire. Ce retour éternel de forces primitives, de la grande réalité référentielle dont l'histoire est la représentation, est en fait la chose ultime, mais en même temps l'impossibilité de la chose ultime. La répétition éternelle de la clôture de la vérité dans un état de choses est, en tant que répétition, l'impossibilité de cette clôture. Comme le dit Giorgio Agamben. Dans la langue de Michon, le retour éternel du rythme qui ponctue l'avance du récit en prose, la répétition en prose de la poésie comme chose ultime de la prose, affranchit, déverrouille cette clôture. L'histoire
dans les deux sens du mot, fait récit, histoire et littérature, est peut-être le destin de l'homme. Mais ce destin récité ne peut et ne veut pas dire fixer le destin sans se trahir. Ce que ces quelques notes justes gagnées sur le brouhaha du monde peuvent dire, c'est, et j'emprunte le terme à Jacques Derrida, la destin-errance. Conversation avec les morts, l'écriture de Michon aboutit, même dans ses récits autobiographiques, à une thanatographie, à l'érection d'une stèle funéraire, un tombeau, tel qu'on les érigeait en écrivant de l'Antiquité au XIXe siècle. Lieu de sépulture fait de mots, hommage funèbre d'un écrivain à un des leurs, monolithe du langage, récit minimal, dont, comme explique Michon, l'épure soit claire au lecteur, strictement évidente et longuement résonnante au lecteur, comme sont les rimes d'un sonnet. Écriture poétique, similaire à l'écriture historiographique telle qu'on la concevait dans l'Antiquité, que Quintilien appelle le Carmen Solutum, poème en prose, ou plus précisément poème affranchi, libéré, émancipé, qui sert l'imagination nécessaire pour clore l'écart entre le présent et le passé. L'histoire que déploient les récits de Michon est d'autre part, comme pour Quintilien, proche des poètes, proxima poetis, dans un sens particulier, le souffle poétique des notices assommantes. C'est ce qu'il dit à propos des 11, dans les 11, la tyrannie des récits courts, densifiés, dégraissés, resserrés. C'est ainsi que Michon explique son travail sur le roman, affranchissent l'écriture de la mainmise du reportage universel des historiens, de la vulgate de l'histoire, en résistant à leur champ circulaire comme si c'était l'histoire si complexe du monde qu'elle nous dévoilait. Ça vient des 11. La tradition verrouille la clôture de la vérité dans une juridiction sclérosée des ditons, des causes hypothétiques qu'on appelle l'histoire. Les récits de Michon répudient ce verrouillage en répudiant un certain type d'imagination historique qui servait, depuis le XIXe siècle, à combler l'écart entre le présent et le passé. C'est l'imagination ou l'imaginaire historique qui se nourrit de la proximité de l'écriture littéraire, et notamment de l'écriture romanesque, forte de son statut singulier, élevé, récemment acquis de belles lettres, et de littérature historiographique en voie de devenir science à part entière. C'est le verrouillage produit par l'accouplement de l'art et de la science dans le roman historique du romantisme et dans ses avatars, où tour à tour, le roman historique romantique sert de modèle à l'écriture historique, chez Augustin Thierry par exemple, et l'écriture historique scientifique s'emploie à guider, idéal ou style, l'écriture littéraire. Le souffle poétique de Michon prend son élan dans l'enfranchissement du modèle héroïque de la science et de la littérature, où l'une est toujours ancillaire de l'autre. Cultivé et érudit, il s'émancipe de la culture et de l'érudition. Et l'empereur d'Occident, qui met en scène un empereur fantoche, musicien et abbé, dont les protagonistes sont des marginaux de la grande histoire de traités et batailles, pas seulement les 11 membres du comité de salut public, dans les 11, qui sont, comme dit le texte, tous écrivains manqués, puissantes machines détraquées, veufs de la gloire littéraire, avancent des contre-récits, où chaque énoncé, voilà ce que Michon explique, comment Michon l'explique, où chaque énoncé inclut son contre-énoncé, chaque période stylistique est cassée par un accès de brusquerie, de dérision et d'argot. Dans les 11, le tableau imaginaire d'un peintre imaginaire est l'indice de la Révolution. Dans l'empereur d'Occident, un témoignage imaginaire est la trace de la Révolution.
un tableau imaginaire, pardon, d'un peintre imaginaire est l'indice de la Révolution. Dans l'Empereur d'Occident, un témoignage imaginaire est la trace de la chute de la civilisation antique. Dans Abbé, Èble, Emma et Théodelin et leur quête de la gloire sont l'indice de la mentalité médiévale. C'est le Moyen-Âge, dit le texte, n'est-ce pas? Des haleines de chevaux en hiver, des cris codés au fond des bois, du gel bleu. Mais cette relation et la véridiction qui en découle est contestée, minée par l'impossibilité de distinguer la réalité référentielle de la fiction indiciaire. Derrière les prétendues réalités référentielles, Michelet dans les 11, Aetius dans l'Empereur d'Occident, Pierre de Mézet dans Abbé, on ne retrouve que des fictions. De cet hybride donc, dit le narrateur dans Abbé, ou de cette forgerie, de ce pur nom, je tiens le récit que je vais dire. La relation qui fait de l'histoire le degré zéro de la fiction historique est mise sous rature. La série des récits, jointe à l'artificialisme des références, ne cesse d'évacuer l'exorbitante prétention des origines. Les récits poussent l'autoréférentialité de la littérature à l'extrême. Contre le stable des représentations durcies, vaguement hégéliennes de l'histoire, la victoire de Samothrace est une statue, une pierre immobile, bien qu'elle représente le mouvement, le pouvoir apotropaïque de ces blocs de prose donne consistance au liquide, au fuyant, comme dit Michon, à cette phrase qui toujours vous échappe, va ailleurs avec les nuages, ne rejoint que le cadavre. La fiction vient quand la vérité se verrouille et se fait réalité, se durcit en destin. Le paysage est une fiction, explique Michon. Le temps des chroniques, l'histoire, en est un aussi. Reste qu'au contact de ces deux fictions, comme à celui de ciel et de la terre, il y a peut-être un peu de réalité sous forme de silhouettes lointaines et affairées. Voilà ce qu'il dit. C'est la fiction fuyante de l'horizon, poursuivie par le phrasé des récits, c'est à la fiction fuyante de l'horizon, poursuivie par le phrasé de récits, qu'appartient le droit et le devoir d'interroger et de liquider les représentations de l'histoire, les cohérences, les plausibilités et les explications qui font la réalité, afin de retrouver, je cite, le bloc formel d'existence sans réplique invariable, l'effet massif qui se passe tout à fait de cause et qui se passerait tout aussi bien de mon commentaire. L'épiphanie de la fiction de l'image, apparition simultanée, comme dit le corps du roi, du corps de l'auteur et de son incarnation ponctuelle, le verbe vivant et le sacus merde, fait exploser l'autorisation de la mise en relation historique, délie le lien tissé entre l'indice et la réalité référentielle, instaure un régime de véridiction inouï. La fiction, le verbe vivant, dit ce que le destin de Sacus Merde ne peut pas dire. Et comme dans la poésie, c'est précisément la difficulté de cette véridiction inouïe, sans réplique, qui donne accès au réel. Soudain, facilement, nous sommes dans l'accès, dit à propos de la poésie Jean-Luc Nancy, c'est-à-dire dans l'absolue difficulté élevée et touchante. Absolue difficulté du passé, de l'histoire, de la condition humaine, au-delà des puissances et pulsions primitives. De même que la poésie, les récits historiques de Michon ne résolvent pas des problèmes. Ils sont, on pourrait les appeler des blocs de prose à difficulté, comme il y a des romans à thèse, par exemple. Et cette difficulté ne peut pas être abordée que par des métaphores. Il y a une sorte de bêtise, dit Michon, ou d'inélégance dans la littérature qui se met à penser autrement
que par métaphore. Difficulté de la métaphore et dans la métaphore, de la littérature et dans la littérature, difficulté de l'histoire et dans l'histoire, parce que, comme disent les 11, elle raconte des histoires, monsieur, et nous aussi. Dans les mots et les choses, Foucault articule les discours et les tableaux. Le livre commence par un commentaire des Ménines. Cela engage davantage qu'une entreprise de captation de lecteurs. Il faut y restituer une affirmation. Le texte donne à entendre qu'un dispositif discursif, quel qu'il soit, détermine le tableau possible. Les récits de Michon mettent en scène cette affirmation. Je cite les 11. « Toutes ces formes mouvantes et vivantes n'ont d'autre sens que de s'être jetées pour finir dans un tableau qui les nie, les exalte, les cogne à coups de massue, les pleure et les saccage et immodérément en jouit. Tout cela ne prend sens et n'est écrit en clair que dans la page des ténèbres, les 11. Bien qu'il ne s'agisse pas de tableau, l'affirmation vaut aussi pour l'empereur d'Occident et Abbé. Le récit, quel qu'il soit, jouit immodérément de la vie qu'il met en scène. Les formes vivantes de la vie et de l'art, de la chronique et du paysage déterminent cette page des ténèbres, des récits, images mises en mots, mots aboutissant à des images, ce, comme dit le protagoniste de l'empereur d'Occident, ce pastiche bruissant et visible de l'invisible et du silence, où le récit de la vie devient la nuit même, ce chuchotement obstiné où une à une apparaissent des étoiles. Le récit est la nuit étoilée. Il se réfère à une représentation de l'histoire. Cette représentation est vaguement hégélienne, on le sait. Et d'ailleurs, ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol, comme le dit Hegel dans la philosophie du droit. Et les récits, ces récits qui sont la nuit et les ténèbres, demandent « Où en est la nuit, monsieur ?» En même temps, un récit, un tableau donné met en image le dispositif discursif. Voilà, je cite les 11. « Alors peut-être ce que vous pensez, c'est ceci. Il y a derrière le vitre 11 apparences de Corentin de la Marche, c'est le peintre imaginaire. 11 fois le père et sa vocation, son alibi, 11 fois la main à plume, l'auteur, mais l'auteur incertain, égaré, limousin. Des rejetons égarés de la littérature, une et indivisible, tous, car il aimait la gloire, l'idée de la gloire, plus que tout. Et la pure gloire, en ces temps comme les autres, vous venez par la littérature, qui était le métier d'homme. Héble, dans Abbé, se demande ce qu'est la gloire. Il demande si c'est la puissance, si c'est un nom qui résonne pour des siècles dans la mémoire des hommes, si c'est pour Dieu seul, éclatant et bref, ou interminable et perdu dans l'air, comme la lecture, comme le chant. Modernité des Lumières et la puissance de la littérature qui en découle. Les pages des ténèbres mettent en image le dispositif de la littérature avec son œuvre certaine et son auteur incertain, tel qu'il s'est constitué au XIXe siècle. Ils mettent en image sa puissance, sa tyrannie et sa misère. Dans les mots et les choses, l'exphrasis de l'image décrit les régimes de visibilité et de la lisibilité des choses. Les récits de Michon mettent en scène les régimes de la visibilité et de la lisibilité de l'histoire. Le rapprochement entre un philosophe doublé de l'historien des idées et un écrivain aux intérêts historiques n'est pas fortuit. Foucault lui-même définissait les mots et les choses comme une pure et simple fiction. C'est un roman, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, dit Foucault, c'est le rapport de notre époque et de sa configuration épistémologique à toute cette masse d'énoncés. Les fictions des récits de Michon tiennent dans ce rapport entre la configuration épistémologique de l'histoire de notre temps et de la masse d'énoncés sur l'histoire,
entre la configuration épistémologique de la littérature et du roman et la masse d'énoncés sur eux. Il me sembla, mais j'avais moi-même beaucoup bu, j'étais égaré, et qu'importe puisque cette voix nocturne était plus juste que toute voix, il me sembla qu'il chantait faux, dit Aetius dans l'Empereur d'Occident. Qu'importe si l'humanité soit égarée ou ivre, la fiction du récit, issue du rapport entre la visibilité et la lisibilité de l'histoire, entre l'image et ce qu'on peut lire sur elle, est à la fois juste et fausse, et justement à cause de cela, puissante et vraie, puisqu'elle permet, contre la doxa aristotélicienne qui est aussi celle de nos jours, d'être sans être, tout en étant quelque chose, peut-être un peu de réalité sous la forme de silhouettes lointaines et affairées. Mais l'histoire, dit le narrateur dans les 11, l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance, une bourse spéciale pour le solde des choses impossibles. Tous ces noms propres, Eble, Emma, Théodélin d'Abbé, les 11 membres du comité de salut public répétés, ces noms répétés ad nauseam dans les 11, Priscus Attalus et Aetius dans l'Empereur d'Occident, ne sont, je cite Foucault, un artifice, qu'un artifice. Il permet de montrer du doigt, c'est-à-dire de faire passer subrepticement de l'espace où l'on parle à l'espace où l'on regarde. Mais si l'on veut, le Foucault continue, mais si l'on veut maintenir ouvert le rapport du langage et du visible, si l'on veut parler non pas à l'encontre, mais à partir de leur incompatibilité, de manière à rester au plus proche de l'un et de l'autre, il faut effacer le nom propre et se maintenir dans l'infini de la tâche. Les récits historiques de Michon effacent les noms propres, et en les effaçant, en les mettant sous rature, chaque fois de façon différente, effacent ou mettent sous rature le poids du destin de l'homme pour ouvrir la voie à ces poches de chance que les Grecs appelaient kairos, kairoi, qui sont à la fois une coupure et une ouverture, qui sont les possibilités de la différenciation et de la nuance, en soustrayant à la fois l'œuvre à la monumentalisation, à l'embaumement critique, au destin clos de chefs-d'œuvre à sens unique. La différenciation, la nuance et la chance font l'homme, et la tâche de nuancer et de distinguer ne peut pas être poursuivie que dans et par un récit ou les récits, un texte déverrouillé, ouvert aux continuations et lectures infinies. N'être pas dans le texte, se trouver hors texte comme le personnage principal du corps de roi, n'est évidemment jamais le hors texte. Merci. On va poser quelques questions et essayer d'entamer une discussion, si c'est possible. Moi j'ai une première. Bon, je profite un peu. Donc, tu nous as parlé, en fait, régime de vérité, histoire, etc. Est-ce que tu penses que dans les romans tels que... Parce que tu as mentionné plusieurs fois aussi l'image, etc. Et comment est-ce que ça verrouille, bon, chez Michon et puis chez Foucault. Est-ce que tu penses que en fait, le régime de vérité, on va dire, la façon dont il va instaurer l'histoire dans, par exemple, les romans tels que... des petits récits, on va dire, tablés, maître et serviteur, etc. Est-ce que ça change quand ce n'est pas l'histoire même qui est le thème? Oui. Est-ce que ça change l'enjeu? Oui, je crois que c'est particulier à chaque œuvre. Même, il y a des différents... les 11, c'est l'exemple extrême, puisqu'il s'agit tout simplement d'un tableau. Oui. Mais ce que raconte le témoignage de... Aetius dans l'Empereur d'Occident est aussi
quelque chose qui est un récit qui fait un tableau, qui fait un paysage. Et dans les autres textes, par exemple, c'est différent dans Lévi minuscule ou dans Grande Beaune, n'est-ce pas? C'est la langue, le souffle poétique qui est comme disons, il conjure l'image. Je crois qu'il s'agit de stratégies différentes, particulières à chaque texte, et que l'histoire et le statut de l'histoire sont un cas aussi particulier. Parce que tu as par exemple l'Empereur de l'Occident, on a l'impression que oui, il y a l'image, mais c'est comme si l'histoire s'effiloche. Alors que pour Tablet ou pour Maître et Serviteur, on a l'impression que ça se force. Donc, oui, c'est différent. L'histoire s'effiloche parce que, en effet, derrière, c'est la grande image de la chute de l'Empire romain. Et il y a un jeu ironique, je ne l'ai pas développé, parce que au début, les noms sont tus. Le narrateur dit expressément, je ne mentionnerai pas son nom. Il ne mentionne son nom non plus. Et celui qui raconte est le dernier vainqueur d'une bataille de l'Empire romain, la bataille des champs cataloniques, un grand général qui s'appelle Aetius. Donc là, c'est particulier. Dans les 11, par exemple, il y a une telle répétition de ces 11 noms que vraiment ça aboutit à l'effacement complet. Et il le dit à tout moment. Voilà, vous pensez que vous voyez des 11 membres du comité de salut public. Non, vous voyez les puissances, vous voyez le père, vous voyez l'auteur, vous voyez... sauf, il y a une exception, c'est Robespierre. Bien sûr, bon. Que le texte dit expressément qu'on ne commente pas. Donc on nous écrase entre guillemets, mais en nous donnant peut-être une issue à travers l'image. Oui, à travers le récit. C'est une espèce d'écrasement par le récit. Mais il s'en sort très bien. Et nous, oui, il s'en sort très bien. Mais ce qui est intéressant aussi là c'est que le texte lui-même se constitue comme un contre-récit des explications autorisées par les critiques. Parce qu'il déjoue toutes les explications des critiques. Dominique Viard et autres. Par exemple, oui, Dominique Viard, Jean-Pierre Richard, Alexandre Geffen et Démence Pinson. Voilà, c'est un peu le groupe qui fait le sens des œuvres de Michon et qui l'a constitué en chef-d'œuvre. Mais l'œuvre, les textes tels qu'ils sont se soustraient à cela. Mais il échappe, c'est comment... Il échappe, oui. Bien que tout cela est fait avec la complicité de Michon lui-même. Bien sûr, bon, il est très actif sur Facebook, si vous en avez envie. Actif sur Facebook et il s'explique constamment sur ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Le roi vient quand il veut, c'est l'explication autobiographique de son travail. Cours de roi aussi, explication de ses lectures. Il s'explique toujours... Et alors, il, d'une certaine façon, ironise son propre explication en déjouant cet effort des critiques de fixer le sens et de le fixer dans une histoire littéraire. C'est cela qui le gêne, être une figure dans l'histoire littéraire. Tout en entretenant un grand mythe. Oui. Ok, merci. Bon, j'ai déjà trop abusé. Bon, on passe à des questions de la salle. Le pauvre est quand même encore vivant. Il a 90 ans ou quelque chose comme ça. Il était même pas... On a parlé du prix Nobel cette année ici pour lui. Il va y arriver. Ça donne pas envie l'histoire, samedi matin, mais bon.
qu'il y a des questions de participants S'il lève la main, en raise ligne? hands. Oui, oui. Il n'y a pas de main à lever. Oui, moi Pour l'instant. Bon. Last chance, Bon. histoire, bon. Très bien. Donc on clôt la première session et on continue avec... Bon, c'est j'espère, Blanca qui va prendre la relève. Ça y est, dobro, idemo mi na kavu. A pljesak ništa.